expulsé à cause de fausses rumeurs répandues par mon frère. Des années plus tard, mes parents voient mon succès et demandent de l'argent après m'avoir abandonné. Je suis une femme de 28 ans avec un frère jumeau. En grandissant, mon frère jumeau et moi avons vécu des traitements très différents de la part de nos parents. Mes parents semblaient vraiment convaincus, pour une raison quelconque, que mon frère était destiné à la grandeur, alors que j'étais le soi-disant mouton noir simplement parce que je m'intéressais davantage à faire du sport ou à me faire de nouveaux amis qu'à étudier. Ils nous comparaient constamment, ce qui était démoralisant et ébranlait mon estime de moi dès mon plus jeune âge. Enfant, je devais regarder mon frère avoir des fêtes extravagantes pour notre anniversaire avec ses amis, tandis que j'étais traitée comme une réflexion après coup. Il avait souvent des soirées pyjama avec ses amis, tandis que je n'étais jamais autorisée à inviter mes amis chez nous. Honnêtement, j'ai détesté chaque minute de mon enfance. La seule personne de la famille qui semblait se soucier de moi était ma grand-mère quand elle nous rendait visite. Elle m'apportait toujours mes chocolats préférés et me glissait parfois quelques euros pour que je puisse me faire plaisir plus tard. Au fil des ans, cette flagrante préférence pour mon frère jumeau s'est progressivement transformée en abus émotionnel dirigé contre moi. Mes parents se moquaient ouvertement de mes notes et rabaissaient mes passe-temps. Il semblait que peu importe combien je m'efforçais, je ne pourrais jamais répondre à leurs attentes d'être l'enfant parfait. Bien que j'excellais dans le sport, ils m'interdisaient de participer à des activités parascolaires, car ils voulaient que je me concentre uniquement sur mes études, comme mon frère. C'était frustrant et je me sentais impuissante en tant qu'enfant. Plus tard, au cours de ma 2e année de lycée, j'ai encore été punie, et cette fois le crime était d'avoir Snapchat sur mon téléphone. Je n'avais absolument rien fait de mal, sauf, comme tous les adolescents de mon âge, télécharger cette application pour rester en contact avec mes amis. Cependant, selon mes parents, c'était un énorme crime et une violation de leur confiance, car ils m'avaient interdit de communiquer avec mes amis. Ils sont devenus fous de rage contre moi et ont jeté toutes mes affaires dans la pièce. Ils ont ensuite enlevé la porte de ces gonds et m'ont dit que je n'aurais aucune intimité tant que je vivrais sous leur toit. En voyant mes parents m'abuser de cette manière, mon frère jumeau, au lieu de me soutenir, a empiré ma vie. L'environnement toxique créé par les actions injustes de nos parents lui a permis d'exploiter la situation à son avantage. Il a adopté un schéma de mensonge à mon sujet, m'accusant faussement de choses que je n'avais jamais faites pour pouvoir s'en sortir avec tout. S'il volait quelque chose, il déplaçait facilement la faute sur moi, et mes parents, déjà enclins à croire le pire de moi, acceptaient volontiers ces mensonges. Ils me dénigraient devant mes amis à l'école et se moquaient de mon apparence. Malgré cela, j'avais un large cercle d'amis à l'école parce que j'étais approchable et ouverte à faire des connexions. Mon jumeau, cependant, avait des difficultés sociales et il commençait à ressentir du ressentiment parce que je pouvais parler aux gens tandis que lui, en tant qu'introverti, se sentait mal à l'aise. Cette jalousie a atteint son paroxysme lors de notre 14e anniversaire, lorsque personne ne s'est présenté à sa fête. Je n'ai aucune idée de pourquoi ses amis lui ont fait ça, mais en contraste frappant, mes amis m'ont emmené manger une glace et j'ai passé une journée merveilleuse dans l'ensemble. Cela a encore plus enragé mon frère. Pour se venger, mon frère a commencé à répandre de fausses rumeurs à l'école sur moi, où il me dépeignait comme une enfant gâtée. Il racontait à tout le monde que je le maltraitais physiquement à la maison. Comme nos parents l'aimaient plus, il allait encore plus loin pour fabriquer des preuves. Il se frappait délibérément pour infliger des blessures comme un œil au beurre noir ou une épaule meurtrie. Le lendemain, il se rendait à l'école en affichant les blessures auto-infligées comme preuve de ma prétendue violence. Ces mensonges et ces prétendus yeux au beurre noir ont commencé à prendre de l'ampleur, et les gens ont commencé à croire sa version déformée des événements. Il n'a pas fallu longtemps avant que des chuchotements ne commencent à circuler et même mes amis ont commencé à me regarder avec méfiance. Au début, j'ai remarqué des changements subtils. Des amis qui discutaient autrefois avec moi dans les couloirs sont soudainement devenus distants. Les invitations au rassemblement de groupe sont devenues de plus en plus rares. C'était comme si un interrupteur avait été basculé, et les gens hésitaient à s'associer à la soi-disant fille gâtée accusée de violence. Un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai demandé à mon ancienne meilleure amie pourquoi les choses avaient changé entre nous. Elle m'a révélé comment mon frère jumeau avait répandu des rumeurs sur moi. Elle a dévoilé les mensonges détaillés qu'il avait racontés à tout le monde, m'accusant de choses que je n'avais jamais faites. J'étais choquée d'entendre ces paroles. Le sentiment était un mélange d'incrédulité et de trahison, comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Mon frère,
quelqu'un avec qui j'avais grandi, répandait des mensonges sur moi et m'accusait de choses que je n'aurais jamais imaginé faire. C'était une trahison qui coupait profondément, me laissant avec un nœud à l'estomac et un cœur lourd. J'ai confronté mon frère le jour suivant à l'école, mais il a choisi de m'ignorer. Je l'ai supplié d'arrêter de mentir à mon sujet, mais il m'a souri avec mépris et m'a dit que je méritais de pourrir seul. J'étais sans voix, car ses mensonges et son comportement commençaient à m'effrayer. Je voulais parler à mes parents, mais j'avais peur qu'ils croient mon frère plutôt que moi. L'isolement était douloureux, surtout parce que j'avais toujours été ouverte à faire des amis. Il semblait que les mensonges jaloux de mon frère détruisaient les connexions que j'avais construites au fil des ans. Les enseignants aussi commençaient à entendre les rumeurs. C'était une expérience surréaliste, comme si je vivais dans une réalité parallèle où mon vrai moi était éclipsé par l'histoire malveillante tissée par mon propre jumeau. Les mensonges avaient dépassé le simple commérage d'adolescents et façonnaient désormais la perception que les gens avaient de moi. La rumeur vicieuse a rapidement atteint les oreilles de mon directeur, et ensuite mon pire cauchemar est devenu réalité. Le directeur m'a immédiatement convoqué, ainsi que mon frère et nos parents, pour discuter de ces prétendues rumeurs. Je me suis assise là, le cœur battant, tandis que le directeur exigeait la vérité. J'espérais que mon frère avouerait enfin, mais au lieu de cela, il a doublé ses mensonges. Il a dit directement au directeur que les rumeurs étaient vraies et m'a peinte comme une brute qui le battait quand nos parents n'étaient pas là. Je ne pouvais pas y croire. Le choc m'a envahi tandis que mon frère continuait à raconter cette histoire tordue sur ma prétendue colère envers lui pour recevoir plus d'amour de nos parents. C'était un tas de mensonges, mais il restait fidèle à son histoire. Ma mère a commencé à pleurer en entendant l'histoire de mon frère et le tenait comme un héros. Mon père essayait de réconforter mon frère, lui disant que c'était courageux de sa part de parler et qu'il veillerait à ce que rien ne lui arrive jamais. Après ce jour, j'ai essayé de me défendre, suppliant le directeur que tout était inventé. Je me sentais comme si je me noyais dans une mer d'accusations, essayant désespérément de remonter à la surface. Mais mon frère a persisté, insistant sur le fait que j'étais cette personne en colère et violente qui se défoulait sur lui. Chaque jour, les larmes de ma mère continuaient de couler tandis qu'elle tenait mon frère et me lançait des regards accusateurs. C'était comme se battre contre un mur de croyances dans l'histoire inventée de mon frère. Le directeur m'a sévèrement réprimandé, disant que l'école ne tolérait pas l'intimidation et que cela justifiait une suspension. Je l'ai supplié de ne pas me suspendre, mais il a secoué la tête, disant qu'il ne pouvait pas laisser passer ça. Des larmes coulaient sur mon visage alors que je lui disais que je n'avais rien fait à mon frère. Le directeur m'a fermement dit que je serais suspendue pendant 10 jours pour que d'autres voient cela comme un exemple de ne jamais intimider quelqu'un. Cela m'a durement frappée, et j'ai commencé à pleurer encore plus, le suppliant pratiquement de reconsidérer sa décision. Mes parents, en colère et embarrassés par toute la situation, m'ont traîné hors du bureau du directeur. Je ne voulais pas partir, je voulais plaider ma cause et les faire comprendre, mais ils ne voulaient rien entendre. Quand nous sommes rentrés à la maison, les choses ont pris un tournant drastique. Mon père a commencé à emballer mes affaires de façon inattendue. J'étais choquée, confuse et n'avais aucune idée de ce qui se passait. Ma mère lui a demandé ce qu'il faisait, mais il a seulement crié qu'il ne pouvait pas me laisser vivre dans la même maison que mon frère. Je pleurais, pratiquement à genoux, et suppliais mon frère de dire la vérité, mais il restait froid, insensible à mes émotions. Mon père a continué à emballer mes affaires et a ensuite jeté la valise dans notre hall d'entrée. Je me suis accrochée aux jambes de mon père, le suppliant de ne pas me mettre dehors. C'était comme un cauchemar qui se déroulait. Il m'a dit qu'une brute comme moi ne méritait pas de vivre dans sa maison et qu'il demanderait à sa mère, ma grand-mère, de venir me chercher si elle le souhaitait. C'était comme si le monde s'était effondré sous moi. Je suis restée là, sous le choc, entourée de mes affaires éparpillées dans le hall, expulsée de ma propre maison. Finalement, ma grand-mère est arrivée, elle a rassemblé toutes mes affaires et m'a aidée à les mettre dans la voiture. Elle m'a aidée à monter sur le siège passager et à vérifier que j'étais bien attachée avant de se diriger vers la porte de mes parents. Elle a sonné et quand mon père a ouvert la porte, elle a commencé à le réprimander pour la façon dont il m'avait traitée. Avec une détermination inébranlable, elle l'a averti que s'il essayait de me contacter à nouveau, elle n'hésiterait pas à appeler la police ou les services sociaux, car ce qu'il avait fait à un enfant comme moi pourrait le conduire en prison. Ma mère a tenté de détourner la faute en disant que c'était de ma faute.
Cependant, ma grand-mère ne s'en est pas laissé compter et m'a défendu en soulignant que je n'étais qu'une enfant qui ne méritait pas d'être traitée de manière aussi cruelle. C'était la première fois de ma vie que je ressentais la puissance de ma grand-mère. Elle ne s'est pas laissée intimider par mes parents, contrairement à ce qu'ils croyaient, elle me faisait confiance. Finalement, nous avons quitté la maison, laissant derrière nous l'endroit où j'avais grandi. Je ne peux même pas mettre en mots à quel point la douleur que j'ai ressentie à cette époque était indescriptible. Je me souviens avoir simplement pleuré sur le lit, sans rien manger, malgré les encouragements de ma grand-mère. Je lui ai raconté ce que mon frère avait fait, et elle était également choquée. Elle m'a assuré qu'elle croyait à ma version de l'histoire, et j'étais heureuse d'avoir au moins une personne à mes côtés. Quand les 10 jours de suspension ont été levés, la perspective de retourner à l'école ressemblait à entrer dans une fosse aux lions. En entrant dans les couloirs familiers, les visages de mes camarades de classe parlaient d'eux-mêmes. Jugement, chuchotements et regards en coin, le poids des fausses accusations flottait toujours dans l'air. Pendant ce temps, mon frère m'ignorait ouvertement et agissait comme si je n'existais pas. Il s'était lié d'amitié avec quelques personnes qui croyaient à sa version de l'histoire et le voyaient comme la victime de mes attaques. Peu importe combien j'essayais de raconter ma version des faits à quiconque, cela tombait dans l'oreille d'un sourd. J'étais une paria, marquée d'une étiquette injuste qui me collait à la peau comme une ombre, peu importe où j'allais en classe, à la cafétéria, dans les couloirs. Les yeux qui croisaient les miens étaient remplis de dédain et de méfiance. Je suis devenue une solitaire, gardant la tête basse et assistant à tous mes cours, déjeunant seule à la cafétéria et rentrant directement à la maison. Je n'avais pas d'amis, et c'était comme si personne ne voulait de moi là-bas. Malgré tout cela, mes parents n'ont jamais pris la peine d'appeler pour prendre de mes nouvelles. Ma grand-mère me rappelait constamment que ce n'était pas de ma faute et que la vie finirait par s'arranger. J'ai obtenu mon diplôme de lycée avec de bonnes notes et j'avais hâte d'aller à l'université, où j'espérais avoir une vie meilleure. Ce n'est qu'en allant à l'université que j'ai ressenti pour la première fois ce que signifiait la liberté. Pour la première fois, personne ne surveillait mes épaules, personne ne comparait mes notes, et personne n'essayait de rivaliser avec moi. J'ai rencontré des gens et noué des amitiés avec des individus partageant les mêmes idées. Malgré les cicatrices émotionnelles et physiques que j'avais accumulées au fil des ans à cause de ma famille et de mes pères, je me suis concentrée sur le fait de tout laisser derrière moi et de profiter de cette expérience universitaire autant que possible. Pendant cette période, j'ai découvert mon talent pour la rédaction de contenu. J'avais toujours voulu devenir écrivain, mais je n'étais pas sûre que cela soit durable à long terme. J'ai donc décidé de mettre de côté mon rêve. Cependant, pour gagner un peu d'argent à côté, j'ai décidé de commencer à écrire en freelance. Je me suis inscrite sur divers sites de freelancing, ce qui m'a aidé à décrocher des emplois auprès de clients importants. C'est ainsi que j'ai commencé à constituer lentement un portfolio de mes travaux. Pendant toute la durée de mes études, j'ai maintenu ce travail parallèle et je n'ai jamais demandé un centime à mes parents. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme universitaire, au lieu de décrocher un emploi dans une entreprise, j'ai réalisé que je pouvais poursuivre la rédaction de contenu comme emploi à plein temps. Je m'en sortais bien grâce aux nombreux clients et aux relations professionnelles à long terme que j'avais établies, ce qui leur permettait de m'intégrer dans divers projets. Avoir une carrière de freelance légitime m'a non seulement rendue financièrement indépendante, mais m'a également permis de voyager à travers le monde en tant que nomade numérique. Voyager m'a aidé à guérir de mon passé, bien que ce ne soit pas facile. J'ai économisé autant que possible et j'ai pris une chance sur moi-même. Au fil des années, j'ai vu tellement de choses dans le monde, et pourtant il me reste tant à découvrir. La seule personne que je considérais comme ma famille tout au long de cette période était ma grand-mère, et je l'adorais absolument. Elle était très triste quand je suis partie, mais elle comprenait que je devais être indépendante. Malgré mon emploi du temps chargé, je m'efforçais de toujours être là pour elle autant que possible. Je lui rendais visite le week-end, partageant souvent des repas ou simplement assise sur le porche, plongée dans des conversations allant des histoires d'enfance aux événements récents. Le week-end, je consacrais des après-midi entiers à l'aider avec les tâches ménagères ou à l'accompagner au parc local pour une promenade tranquille. Récemment, j'ai terminé l'un des projets les plus importants de ma carrière. Je ne peux pas mentionner la marque, mais j'ai eu la chance d'écrire des blogs et des descriptions de produits pour eux. Une fois le projet terminé, j'ai demandé à l'équipe avec laquelle j'avais travaillé de laisser des avis positifs sur mon site web, ce qu'ils ont fait avec plaisir.
J'ai ensuite pris des captures d'écran de certains de leurs avis pour les publier sur mon Instagram, sachant que travailler avec cette marque était une grande affaire. Comme prévu, de nombreux autres rédacteurs de contenu m'ont contacté pour me féliciter de mon succès professionnel et ont même reposté mon histoire pour aider à faire passer le mot. C'est ainsi que j'ai commencé à recevoir des messages d'étrangers qui avaient également besoin d'aide avec leur site web. Mes proches ont également remarqué cela, et certains d'entre eux m'ont contacté pour me féliciter. Finalement, j'ai été contacté par le directeur de mon université. Il m'avait contacté après avoir vu que je réussissais bien et voulait que je vienne à l'université pour un séminaire afin de parler aux étudiants de la construction d'une carrière en tant que rédacteur de contenu. J'étais assez nerveuse, car je ne suis pas à l'aise pour parler en public, mais j'ai décidé de saisir l'opportunité et j'ai accepté. Quand je me suis retrouvée devant des visages enthousiastes, partageant mes expériences et mes idées, j'ai eu l'impression que ma vie avait bouclé la boucle. Dans mon discours, j'ai parlé des difficultés que j'avais rencontrées et de la manière dont j'avais travaillé dur pour subvenir à mes besoins, malgré tous les jours difficiles. C'était honnêtement une expérience très gratifiante d'autonomiser les autres et de contribuer à la croissance de la communauté des rédacteurs. Certains de mes extraits ont commencé à devenir viraux dans les groupes Facebook, car les gens s'y reconnaissaient. Cela faisait du bien d'être enfin reconnu pour mon travail acharné. La semaine dernière, j'ai été invitée à parler sur une chaîne de télévision locale. C'était une émission sur les avantages de la rédaction de contenu, et ils m'ont invitée à partager mon parcours et mes idées avec leurs téléspectateurs. J'étais un peu nerveuse, mais aussi excitée par cette opportunité. Pendant l'émission, j'ai parlé de mes expériences, de l'importance des avis des clients et de la manière dont un simple post de remerciement pouvait ouvrir des portes à des opportunités incroyables. La possibilité d'atteindre un public plus large et d'inspirer davantage de personnes dans ce domaine était à la fois humiliante et exaltante. Lorsque l'émission a finalement été diffusée, j'ai également partagé certains de ces extraits sur mon Instagram, fière d'avoir été invitée à une émission de télévision. C'est ainsi que mes proches et mes cousins ont découvert à quel point ma carrière allait bien. Vous voyez, comme mes parents ne parlaient jamais de moi à personne, ils n'avaient aucune idée que je travaillais avec des marques connues et que j'étais invitée à des émissions de télévision. Ainsi, la nouvelle s'est rapidement répandue dans ma famille. Je pense que cette interview télévisée a finalement atteint les oreilles de mes parents aussi, car quelques jours plus tard, je travaillais sur un autre projet et j'avais mon téléphone en mode silencieux. Lorsque j'ai terminé mon travail, j'ai vérifié mon téléphone et à ma surprise, il y avait 6 appels manqués de ma mère. J'étais honnêtement choquée de voir son nom sur mon téléphone, car cela faisait très longtemps qu'elle ne m'avait pas rappelé. Après toutes ces années de silence, je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle m'appelait. Hésitante, je l'ai rappelée et elle a immédiatement décroché. Je lui ai demandé si tout allait bien et ma mère a commencé à me féliciter. Mon père, probablement assis juste à côté de ma mère, est également intervenu dans la conversation. Il a commencé à s'enquérir de ma vie et de mon bien-être, et j'ai répondu à leurs questions sans trop réfléchir. Cela ne m'a pas semblé inhabituel jusqu'à ce qu'ils commencent à me demander combien je gagnais ces jours-ci. Je leur ai dit que cela ne les regardait pas, et mon père a répondu que nous étions une famille et que je ne devais pas être timide pour leur dire mes revenus. Je leur ai dit que je m'en sortais bien financièrement. En entendant cela, ma mère a alors commencé à raconter à quel point leur vie était difficile de nos jours. Mes sourcils se sont froncés de suspicion. Fondamentalement, voici comment notre conversation s'est déroulée. Mère, nous sommes maintenant à la retraite et nous voulions rénover la maison depuis un moment. Elle n'est pas en très bon état, mais nous n'avons plus d'économie. Moi, d'accord, maman. Mère, ton succès nous a donné de l'espoir. Après avoir regardé ton interview à la télévision aujourd'hui, nous avons pensé que tu pourrais peut-être nous aider en payant les rénovations. Père, après tout, nous sommes une famille. Tu ne devrais pas hésiter à partager une partie de tes revenus avec nous. Nous pourrions vraiment utiliser ton aide. Moi, est-ce que vous plaisantez? Pourquoi me demandez-vous de l'argent alors que vous n'avez pas parlé avec moi pendant des années? Je ne sais pas ce qui vous a poussé à me contacter, et bien que j'apprécie les félicitations, je ne vais en aucun cas vous aider. En entendant cela, ma mère a commencé à dire à quel point j'étais égoïste et que je devais les soutenir en tant que famille. Mon père a également ajouté qu'en tant que mes parents, ils méritaient d'être pris en charge et que c'était le minimum que nous puissions faire. J'étais tellement en colère que je voulais leur dire mes 4 vérités. Soudain, une idée m'est venue, au lieu de simplement argumenter avec eux,
Je devrais leur donner une leçon pour toujours penser qu'ils pouvaient profiter de moi après m'avoir maltraité toutes ces années. J'ai dit à mes parents que j'étais prête à les aider, mais seulement s'ils acceptaient mes exigences. Mon père m'a demandé curieusement ce que c'était. Sans hésitation, j'ai énoncé ma demande. S'il voulait mon aide, il devait admettre publiquement devant notre famille et nos amis que mon frère était le maître d'œuvre des rumeurs blessantes qui avaient terni ma réputation. Je voulais qu'il humilie mon frère de la même manière qu'il m'avait humilié en croyant à ses mensonges et manipulations. Je voulais qu'ils prennent leurs responsabilités pour leurs actions et reconnaissent la douleur qu'ils avaient causée. En entendant ma condition impossible, mon père a commencé à questionner la nécessité d'un tel aveu. Ma mère a dit que tout cela était inutile et que nous pourrions avoir une discussion privée sans impliquer les autres, mais j'ai tenu bon. Cette condition n'était pas négociable et une condition préalable à toute assistance que je leur offrirais à l'avenir. Alors que la tension montait, mon père a haussé le ton, insistant sur son rôle de père et soulignant qu'il était de mon devoir d'aider ma famille dans le besoin. Ma mère, dans une tentative désespérée, m'a exhorté à faire ce qu'il fallait et à les aider, en insistant sur les années qu'ils avaient passées à m'élever. Je ne pouvais m'empêcher de voir l'ironie dans leur appel soudain. Je leur ai rappelé le passé, le fait qu'ils m'avaient expulsé et que c'était ma grand-mère qui m'avait élevé, pas eux. Ils sont devenus de plus en plus agités, mais je leur ai dit fermement que s'ils voulaient établir un contact avec moi et demander mon aide financière à partir de maintenant, la vérité devait être reconnue publiquement et mon frère devait faire face aux conséquences de ses actes. Depuis cette conversation, mes parents essaient désespérément de m'appeler, mais j'ignore leurs appels. Je commence à regretter d'avoir même rappelé ce jour-là. J'aimerais savoir si je serais vraiment une mauvaise personne si je ne les aidais pas du tout. Mise à jour 1. Ça a été une semaine mouvementée depuis que j'ai partagé mon histoire, et le soutien et les encouragements que j'ai reçus de tout le monde sont accablants. C'est réconfortant de savoir que je ne suis pas seule pendant cette période. Je suis contente que tout le monde soit d'accord pour dire que je ne devrais pas m'engager avec mes parents ou même envisager de les aider après ce qu'ils m'ont fait. La raison pour laquelle je leur ai donné une telle condition est que je savais que c'était pratiquement impossible pour eux de le faire. Je sais qu'ils aiment trop mon frère, et bien qu'ils aient peut-être découvert maintenant que tout était ces mensonges, je sais qu'ils ne le feraient jamais passer par ce qu'ils m'ont fait subir. Aujourd'hui, mon frère m'a envoyé un message texte méchant après que mes parents aient encore essayé de me contacter et que je n'ai pas répondu à leurs appels. Voici ce qu'il a écrit. Et Isis, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu et je peux te dire que chaque jour sans toi dans ma vie a été génial. J'ai entendu que maman et papa t'ont contacté et que tu leur as donné un ultimatum fou. Ils ne le feront jamais, tu le sais, n'est-ce pas? Ils ne t'ont clairement jamais aimé et ne feront jamais rien pour me nuire. J'admets que j'ai menti à ton sujet il y a 15 ans, mais ça fait longtemps maintenant. Alors, arrête d'être si égoïste et essaie d'oublier le passé. Tu es célibataire et sans enfant de toute façon, alors pourquoi ne pas les aider en payant pour les réparations et les rénovations de la maison? Fais ce qu'il faut et sois une meilleure fille. Lire ce message était comme un coup de poignard dans la poitrine. L'audace de minimiser les luttes que j'avais endurées et les conditions que j'avais fixées en disait long sur son manque d'empathie. La tentative de me culpabiliser en insistant sur mon statut de célibataire et sans enfant ajoutait une autre couche d'insensibilité. Son insinuation selon laquelle je devrais prioriser leurs besoins par rapport à mon propre bien-être n'était pas seulement offensante, mais soulignait également à quel point il pensait peu de moi. Motivé par la frustration et un fort désir de justice, j'ai décidé qu'il était temps de prendre les choses en main et de révéler la vérité qui était restée cachée trop longtemps. Je me suis assise pour écrire un courriel à mes parents et à mes proches, partageant les détails douloureux de mon enfance et le traitement injuste que j'avais subi en grandissant sous le toit familial. Dans le courriel, j'ai décrit l'environnement strict et oppressif sous lequel j'avais vécu sous le toit de mes parents et comment ils m'avaient traité par rapport à mon frère jumeau. Le courriel abordait également les rumeurs malveillantes et totalement fausses que mon frère avait propagées à mon sujet à l'école, ce qui avait conduit à de graves conséquences et avait affecté ma réputation. J'ai écrit comment mes parents m'avaient mise à la porte et que sans ma grand-mère, je serais peut-être morte dans la rue à ce jour. Vers la fin, j'ai demandé à tout le monde de lire le message que mon frère m'avait envoyé. J'ai joint une capture d'écran où il admettait l'avoir menti à mon sujet. C'était une confession claire que j'espérais exposerait les mensonges qui avaient persisté trop longtemps. J'ai envoyé le courriel il y a à peine 1 heure et je sais que tout va exploser une fois que mes parents et mon frère le liront. Je vous tiendrai au courant de la réaction de ma famille à mon courriel. Mise à jour 2.
Un mois s'est écoulé depuis ma dernière mise à jour et beaucoup de choses se sont passées ce mois-ci. Comme vous pouvez l'imaginer, ma famille a éclaté après avoir reçu le courriel. Mes parents ont été critiqués par des proches qui n'étaient pas au courant de l'ampleur de la favoritisme et de l'abus émotionnel. Beaucoup de membres de la famille m'ont contacté, me disant qu'ils n'avaient aucune idée de tout cela et se sont excusés de ne pas avoir été là pour moi. Mon frère et mes parents m'ont envoyé une avalanche de messages textes de plus en plus abusifs et violents. J'ai donc décidé de contacter un avocat qui leur a envoyé une lettre de mise en demeure. Elle les avertissait essentiellement de ne plus me contacter et s'ils le faisaient, ils auraient à faire face à de graves conséquences légales. Je pense que cela a dû les effrayer, car ils ont cessé de me contacter. Ma grand-mère pense que j'ai fait la bonne chose en informant tout le monde de ce qui s'est passé et me soutient à 100%. Elle est la seule personne qui compte pour moi, alors je suis contente qu'elle soit derrière moi. Mise à jour 3. 2 mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour. Je suis heureuse de rapporter que tout va bien dans ma vie en ce moment. Professionnellement, mon entreprise de rédaction de contenu prospère. Les invitations à parler lors de séminaires et de podcasts continuent d'affluer, solidifiant ma position en tant que figure respectée dans mon domaine. Je suis aussi proche de ma grand-mère que jamais. J'ai récemment pris une semaine de congé pour passer du temps de qualité avec elle. Elle s'intéresse au jardinage ces jours-ci et m'a beaucoup appris sur les différentes fleurs et herbes de son jardin. Les moments que je passe avec elle, que ce soit en partageant des repas, en ayant des conversations sincères ou en profitant simplement de la compagnie de l'autre, sont mes souvenirs préférés et les plus précieux. Ma famille ne m'a pas contacté depuis la lettre de mon avocat, alors je suis contente qu'il me laisse tranquille. Personnellement, j'ai commencé une thérapie, en espérant travailler sur ma guérison. Je pense que ce sera ma dernière mise à jour pour le moment.